Bonjour à tous, j'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence de prospective, les 10 surprises qui attendent 2022. Un exercice ouvert pour fabriquer du futur, explorer ensemble la prospective de demain sur des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles qui marqueront l'année à venir. Alors, en quoi consiste cet exercice? A-t-il déjà été réalisé par le passé par des experts, des chercheurs, des influenceurs, des prospectivistes? Eh bien, depuis 1986, un grand vétéran de Wall Street, Byron Vienne, qui est aujourd'hui le vice-président de Blackstone, a commencé à sortir un document intitulé Les 10 surprises de l'année qui vient, dans lequel il tentait d'identifier 10 événements qui risquaient de se produire et auxquels personne n'avait pensé. Exercice extrêmement intéressant, extrêmement créatif, et c'est précisément le thème de cette conférence aujourd'hui, de renouveler cet exercice et de lui donner une profondeur à l'aune des changements qui pourraient intervenir en 2022. Le faire, c'est à la fois intéressant de se mettre en risque intellectuellement, mais aussi peut-être en réaction à une année extrêmement difficile, chahutée, abracadabrantesque, extrêmement, en tous les cas, acrobatique, que nous avons tous vécu, avec beaucoup d'incertitudes, avec énormément de bouleversements qui ont changé à jamais la face du monde. D'où l'intérêt peut-être de se projeter et de regarder ensemble ce qui pourrait se produire et de façon étonnante, ce qui pourrait peut-être faire éruption dans le monde et influencer peut-être le débat d'idées. C'est ce pari que je vous propose, auquel je vous propose de participer et qui se construit sur des hypothèses, c'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucun cas de certitude, et c'est quelque chose auquel était très attaché Byron Vienne lorsqu'il a démarré les 10 surprises de l'année qui vient. Les gens se souviennent encore et ont fortement mémorisé finalement sa capacité d'anticipation, et il l'identifie toujours avec ce produit, avec un credo intéressant qui était que finalement son audience appréciait énormément ses commentaires parce que d'une part il se mettait en risque et d'autre part il avait fait le choix un an plus tard de commenter ses erreurs, mais peut-être aussi ses réussites. Ce qui veut dire que finalement, 10 surprises sur pour l'année 2022 ne sont qu'une série d'hypothèses. Ce n'est qu'une série de probabilités qui ne verront peut-être pas le jour, mais en tous les cas, ce sont des intuitions, des idées construites sur la base de voyages, d'années d'expatriation, de rencontres, de contacts, de discussions aussi avec un certain nombre d'experts partout dans le monde, et tâchons ensemble de dresser finalement un tableau, à la fois parce que cet exercice a été aussi une source d'inspiration très intéressante dans le débat d'idées. Vous savez que Byron Liu était une personnalité reconnue dans le monde de la finance, dans l'univers des banques d'investissement à New York, mais aussi outre-Manche, dans la City de Londres et dans de grandes capitales financières européennes et ailleurs dans le monde. Et finalement, il avait ce contact permanent, cette recherche permanente d'idées fraîches, d'échanges aussi animés et à contre-courant avec un certain nombre d'acteurs et de personnalités. Et souvent, des journalistes nord-américains, les médias l'interpellent et lui demandent mais d'où vous viennent finalement ces idées, qu'est-ce qui nourrit et rend fécond finalement vos échanges, vos intuitions, votre regard sur le monde de demain. Et en réponse, de manière assez spontanée, il cite finalement une personne qui l'a beaucoup marqué par sa vision du monde, sa capacité aussi à anticiper des chocs. Et cette personne, c'est un nom que vous connaissez sans doute parce que c'est le nom d'une très grande famille qui a des origines européennes, c'est la famille de Picciotto.
et en particulier Edgar de Picciotto, un grand banquier qui s'appuie dans ses racines, dans son histoire, sur une grande culture entrepreneuriale familiale qui est à la fois empreinte de modernité et de tradition. Puisque cette famille de Picciotto a finalement des origines intéressantes dans le Portugal des grandes découvertes et qui a, pendant de nombreuses générations, occupé à la fois des fonctions dans l'art du commerce, du négoce, mais aussi de la diplomatie. Et donc, une capacité extrêmement intéressante à collecter des informations, à mettre en cohérence des données disponibles, à faire conjuguer à la fois les forces de la mise en réseau. C'est le rôle de consul, de commerçant, de pouvoir aussi détecter des opportunités. Et c'est cet esprit, en tous les cas, qui a toujours nourri ce capital de confiance, de créativité et d'anticipation du monde à venir. Avec un élément intéressant, c'est que cette famille de Picciotto a toujours été au cœur d'un axe stratégique dans le monde, qui est la route de la soie. Forcée par un décret royal à la conversion, comme nombre de familles juives vivant au Portugal et en Espagne au tournant du XVe siècle, eh bien, les Picciotto décident de quitter l'Espagne, la péninsule ibérique, pour se tourner vers le bassin méditerranéen, en notamment se projetant vers une ville qui est à la fois une étape incontournable de la route de la soie, qui est la ville d'Alep, en Syrie, et qui va permettre à cette famille de faire fortune en important sur le vieux continent, en important des articles européens et en exportant vers l'Europe des produits exotiques qui ont beaucoup de valeur à l'époque, des dattes d'Irak, du café du Yémen, du mocha d'Arabie, du mastic de Chios, des perles fines de la mer Rouge et même des plumes d'autruche en provenance d'Afrique. Et donc, ce réseau d'affaires va battre son plein et permettre d'ancrer durablement l'influence de cette famille de Picciotto dans la région, qui restera aussi très ouverte aux échanges internationaux, au contact avec le reste du monde, puisque une certaine estime va naître autour de la renommée de la culture des affaires des Picciotto, qui vont aussi occuper des représentations consulaires auprès des Habsbourg, auprès de différents pays et exercer des fonctions diplomatiques tout à fait intéressantes. Avec l'ouverture du canal de Suez, les conquêtes coloniales du XIXe siècle, le prestige d'Alep en Syrie, où s'était établie cette famille, s'estompe progressivement et finalement, il est nécessaire de se tourner vers un autre port, une autre ville d'avenir qui est dotée d'un port et de solides entrepôts, qui est Beyrouth, au Liban. Et ça sera certainement un nouveau départ. Et c'est peut-être cette vision aussi du monde qui a forgé finalement un caractère extrêmement entreprenant, résilient, une capacité à rebondir et à imaginer aussi ce que pourrait être demain. Ce qui fait peut-être corrélamment partie de l'intelligence de la finance, puisqu'il faut pouvoir anticiper les chocs des marchés, être en capacité aussi de détecter de grandes tendances, des événements ou des grands mouvements structurants qui vont impacter le monde. Et c'est précisément ce qui motive cet exercice de prospective qui est assez intéressant à réaliser, qui a pendant un certain nombre d'années captivé les milieux financiers à travers ce vétéran qui était Byron View, mais qui restait toujours extrêmement créatif et extrêmement éclectique. Et je pense qu'il ne s'était absolument pas mis de barrière dans l'exercice de prospective auquel il se consacrait chaque année. Alors tentons l'avenir, mais à la façon de Byron View, tentons d'identifier 10 surprises qui attendent 2022. L'objectif de cet exercice n'est pas de vous soumettre des certitudes, ce sont des hypothèses, mais nous verrons ensemble comment finalement, un an plus tard, ces hypothèses auront été peut-être des erreurs, mais aussi peut-être des succès, avec des choses qui auront permis de voir l'avenir grâce à des événements porteurs et structurants. Quelles sont ces 10 surprises qui attendent 2022? Vous en avez ici un résumé et nous allons les analyser ensemble et en débattre. Vous avez ici 10 surprises énumérées que je vous propose de mettre en perspective
pour l'année à venir. La première surprise que je vous propose de découvrir ensemble, je l'ai intitulée, elle s'intitule « Les 4 Chines ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les 4 Chines? Vous savez que les rapports de force et les jeux d'acteurs ont été profondément bouleversés avec la crise sanitaire, avec une remise en question très forte du rôle joué par ce laboratoire de Wuhan en Chine continentale. Eh bien, il est possible, et ça sera l'une des surprises de 2022 que je vous propose de débattre, que les Occidentaux et les Européens changent totalement leur façon de travailler et de se concerter avec la Chine, et finalement que cela entraîne une certaine dilution du leadership chinois en 4 pôles. Taïwan, qui a bataillé fer pour se faire reconnaître dans les instances de l'Organisation mondiale de la santé. Hong Kong, qui est un pôle financier à la fois fragile par des pressions sécuritaires, mais aussi sur les libertés. Macao, ancienne colonie portugaise, voisine du port au parfum, et puis la Chine continentale que vous connaissez. Alors, lorsqu'on identifie la Chine, effectivement, les autorités chinoises, le discours officiel est très clair, un pays, 2 systèmes. Les 4 Chines, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça serait que finalement, les Occidentaux, les Européens relancent une vieille querelle qui a marqué les guerres de l'opium, diviser pour régner. C'est une stratégie qui pourrait à la fois se matérialiser dans un soutien à des mouvements de contestation de la société civile. Je pense en particulier à un mouvement qui est très fort à Taïwan, mouvement porté à la fois par la jeunesse, mais aussi la société civile, qui s'appelle le mouvement des tournesols. Pourquoi le tournesol? Parce que c'est une fleur très résiliente qui tourne le dos au soleil, à la puissance, et en l'occurrence, ce mouvement des tournesols tourne le dos au soleil de Pékin. Et effectivement, Taïwan a toujours été une île qui s'est revendiquée comme résiliente, autonome, désireuse de revendiquer sa souveraineté. Un autre élément fort dans ces 4 Chines, et ce qui va peut-être alimenter les tensions en 2022, c'est cette faiblesse humaine face à la technologie. La Chine continentale, elle est dans ses chaînes de valeur encore très dépendante de pôles qui ont une longueur d'avance, en particulier le pôle taïwanais, puisque cette île est aussi prépondérante dans des relations avec le Japon, dans le transfert de technologies sur les semi-conducteurs. J'avais rencontré un certain nombre de Taïwanais, des ingénieurs à qui on avait offert un passeport diplomatique pour rentrer, sortir tous les jours, tous les soirs, tous les matins en Chine continentale, aller travailler et rentrer chez eux. Et il leur a été proposé à l'issue, après avoir expérimenté cette formule, de s'établir durablement en Chine continentale. Et finalement, la plupart des Taïwanais, qui sont des ingénieurs, des cerveaux de haut niveau, ont fait le choix de refuser cette offre et de revenir tous les soirs par avion. Il y a à l'aéroport de Taipei des vols en permanence vers la Chine continentale, et quasiment toutes les heures. Et effectivement, les Taïwanais restent profondément attachés à ce vent de liberté, à cet espace que leur offre Taïwan. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de batailles dans les technologies sont à prévoir, une course aussi à des métaux stratégiques qui sont très importants pour les batteries électriques, pour de nouveaux projets liés au stockage de l'énergie, par exemple, à l'intelligence artificielle, à la façon dont on fait aussi évoluer l'hydrogène, la façon dont on produit demain de manière beaucoup plus vertueuse des produits technologiques de haut niveau. Le rôle de l'Afrique est important à ne pas négliger parce que des pays comme le Congo, peut-être aussi indirectement le Rwanda, la Tanzanie, peuvent se retrouver comme des plaques sensibles au cœur de ces affrontements. Et effectivement, peut-être que le rapport à la Chine va aussi considérablement évoluer avec beaucoup de méfiance et l'impression effectivement de prospérer dans les affaires avec la partie chinoise dans un monde qui est complètement incertain et qui n'est pas si facilement prévisible comme on a pu le faire dans les années précédentes, notamment lors de l'entrée de la Chine à l'OMC. Une deuxième surprise importante pour 2022, c'est la Nouvelle Arabie.
On a tous entendu parler effectivement d'un mouvement de réforme qui a été engagé par le Royaume d'Arabie Saoudite à l'initiative sous le leadership du prince régnant Mohamed, que vous avez en photo ici, Mohamed Ben Salman. Eh bien, le Royaume d'Arabie Saoudite pourrait en 2022 expérimenter une relation assez atypique avec un pays frontalier qui est Israël, puisque la partage d'une frontière maritime avec les îles de Tiran et Sanafir vont offrir à l'Arabie Saoudite un accès extrêmement stratégique au golfe d'Aqaba. Et il est possible que cela entraîne un nouveau jeu d'alliance au Moyen-Orient, des coopérations totalement inattendues et peut-être aussi une nouvelle façon de faire coopérer les grandes puissances régionales. Ces deux îles que vous voyez ici sur une carte sont au cœur d'un contentieux extrêmement complexe puisqu'elles appartenaient à l'Égypte qui les a cédées à l'Arabie Saoudite avec de nombreuses critiques, de nombreuses remises en question par la presse, par les médias, des recours aussi juridictionnels qui ont fait pendant longtemps bloquer cette négociation, et un compromis bancal a été convenu, dans lequel effectivement l'Arabie Saoudite peut revendiquer ces îles. Toutefois, l'Égypte y conserve un contrôle notamment sur la sécurité, avec une souveraineté qui reste encore très très floue. En tous les cas, la présence saoudienne sur ces deux îles, que vous voyez ici sur un point vraiment stratégique. Pourquoi? Parce que le golfe d'Aqaba, c'est aussi un passage maritime extrêmement important pour Israël vers la mer Rouge. Et vous voyez avec les frontières qui sont assez visibles, Jordanie et Israël qui apparaît, finalement l'Arabie Saoudite va se trouver comme une sorte de poste-frontière en quelque sorte. Et effectivement, cette relation souhaitée est aussi une façon peut-être de se rapprocher du voisin israélien, d'envisager des coopérations qui restent encore à ce stade secrètes dans la cyberdéfense, dans la cybersécurité, et permettre peut-être à l'Arabie Saoudite d'accéder à un certain nombre de technologies. Un autre élément, et restons toujours dans la région du Golfe Persique, on a beaucoup parlé du Yémen ces dernières années, un pays qui a été extrêmement fragilisé avec des tensions géopolitiques très très fortes, la guerre qui a complètement ravagé ce pays, une mainmise qui a été aussi extrêmement discutée de la part des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Eh bien, l'un des voisins du Yémen, c'est Oman. C'est un pays qui pourrait aussi devenir peut-être l'homme malade du Moyen-Orient par des tensions, des grandes fragilités économiques qui vont être extrêmement fortes et qui le sont déjà, liées à l'inflation, liées à un manque de diversification de l'économie, un très fort clientélisme, un coût de la vie qui rend pour les classes moyennes beaucoup de difficultés pour les jours et les lendemains qui s'annoncent. Et puis, peut-être que ce pays, en fait, pour y avoir observé des éléments sur place, n'a pas forcément réussi à s'inscrire dans un véritable jeu concurrentiel comme les Émiratis ont réussi à le faire à Dubaï, à Jebel Ali, avec des ports très performants, des zones franches et une capacité de diversifier de manière assez rapide l'économie. L'un des éléments aussi peut-être de grande fragilité de ce pays, on a beaucoup parlé de qatarisation, d'omanisation, de saoudisation des métiers, des talents, des compétences. L'idée aujourd'hui au Moyen-Orient qui faisait un appel à une très forte main-d'œuvre expatriée et de procéder à un développement de compétences locales et d'encourager effectivement la population locale à exercer des métiers et des fonctions en ciblant des emplois pérennes et valorisants. L'omanisation a globalement été un échec avec des politiques publiques en matière de ressources humaines qui n'ont pas permis finalement de flécher et d'encourager une évolution des carrières et des profils orientés vers de meilleures ambitions et surtout de meilleurs revenus. Ce
ce qui veut dire que beaucoup d'expatriés sont partis d'Oman, ont laissé beaucoup de projets en plan. Le pays n'a pas su reprendre, entre guillemets, le leadership sur cette transition, avec des locaux qui n'ont pas été en capacité de reprendre le flambeau. Et aujourd'hui, Oman se retrouve peut-être dans une situation extrêmement difficile sur le plan économique, avec un coût de la vie qui pourrait véritablement plonger ce pays dans de nouveaux désordres et dans une remise très forte du régime, du pouvoir en place, qui pratique la censure, qui est un pouvoir qui s'appuie aussi sur des forces militaires. Et malheureusement, il est possible que le bouchon éclate très prochainement. C'est une hypothèse pour 2022. Alors, regardons encore une fois les cartes et cette région si particulière que représente le Golfe Persique. L'une des surprises 2022, c'est d'envisager peut-être un accord in extremis entre les Occidentaux et l'Iran. Vous savez que l'accord de Vienne a été une tentative de compromis entre les Américains, les diplomates européens et leurs homologues iraniens. Et puis, malheureusement, cet accord a été remis en question sous la présidence Trump. Eh bien, espérons que Biden réussisse peut-être à faire aboutir un accord avec les Iraniens et les Européens. Ça sera difficile, c'est quelque chose qui n'est pas forcément gagné. Et c'est la raison pour laquelle l'expression in extremis prend tout son sens, parce qu'il est possible que des revirements, des basculements interviennent et que cet accord, malheureusement, ne puisse pas voir le jour. Parions néanmoins sur une hypothèse positive et considérons qu'en 2022, un accord in extremis sera trouvé pour permettre la paix et la prospérité dans cette région si malmenée par les tensions et les guerres. Une autre surprise pour 2022, c'est la situation de l'Afghanistan, qui pourrait peut-être devenir une future Arabie saoudite du lithium. On peut effectivement se demander quel avenir se profile pour ce pays. Peut-il survivre au départ des Occidentaux? Une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité peut-elle se relever avec de nouvelles applications? Eh bien, c'est peut-être aujourd'hui un débouché qui pourrait permettre de relancer le développement de ce pays. Ce sont les saumures, des eaux salées contenant du lithium qui représentent actuellement près de la moitié de l'approvisionnement mondial en lithium. Et pour les batteries électriques, ces besoins sont énormes et vont certainement permettre de combiner des projets avec des pays en développement, des pays fournisseurs, peut-être des transferts de technologie, du capital de connaissances qui permettent de reconnecter finalement l'Afghanistan avec l'Occident. Et on peut envisager que ce défi, justement, amène aussi des entrepreneurs français, occidentaux, européens à s'investir dans des projets audacieux, dans des projets industriels, dans la conception d'usines de production de lithium éco-responsables qui pourraient permettre effectivement un changement positif pour le développement de ce pays et lui permettre un meilleur avenir. Une autre surprise pour 2022, le futur post-Covid va peut-être être imaginé dans un futur très particulier entre science et nature, puisqu'on a réalisé que les 2 premiers vaccins contre la Covid-19 qui étaient disponibles en Europe étaient en fait des vaccins issus de 2 entreprises qui ont été fondées par des universitaires. BioNTech en Allemagne, créé par 3 chercheurs de l'université de Mayence, et Moderna, qui a été fondé par un biologiste de l'université d'Harvard, sur la côte est des États-Unis. Et finalement, aujourd'hui, avec la grande bascule de la pharmacie, de la recherche chimique vers la biotechnologie, l'essentiel des nouveaux médicaments est en partie issu de travaux académiques, d'où le succès mondial du MIT, d'Harvard, sur la côte est des États-Unis. Et il est possible que finalement la crise Covid et la façon dont on se projette dans l'avenir demain amène à réfléchir à la façon dont la recherche pharmaceutique, qui est une activité économique et industrielle très liée à la recherche fondamentale, pousse des liens beaucoup plus forts et peut-être nouveaux entre entreprises, laboratoires de recherche et universités.
Et cette relation va être peut-être stimulée, accélérée, encouragée, et va peut-être modifier aussi la façon dont nous travaillons, ce prisme homme-nature, comment des industries dans les biotechnologies en Europe pourraient aussi germer, se développer. C'est quelque chose qui va peut-être façonner le monde de 2022. Un autre élément très important, c'est que nous sommes progressivement, et c'est l'une des surprises de 2022, familiarisés avec de nombreux outils numériques. Nous avons encouragé le télétravail, nous nous sommes familiarisés avec le travail à distance, développé beaucoup de choses en présentiel, y compris des formations. Et c'est peut-être ce qui va aussi modifier la profondeur d'un certain nombre de grands événements fédérateurs, notamment dans le domaine du sport. Vous savez que les Jeux Olympiques de Paris en 2024 sont proches, nous sommes quasiment à 2 ans de leur préparation. Eh bien, 2022 pourrait être une surprise parce qu'un événement phare, qui est la Coupe du Monde, qui se déroulera au Qatar, à Doha, pourrait inspirer et modifier la façon d'organiser de grands événements sportifs, de grands méga-événements, et notamment ménager finalement toutes les contraintes sanitaires et budgétaires auxquelles nous faisons face. En utilisant de façon différente le numérique, en s'appuyant aussi sur des plateformes qui pourraient à la fois permettre de mobiliser des fonds, de mobiliser des philanthropes et de permettre à des audiences de participer en réel à des événements de façon très directe, mais en s'appuyant sur de nouveaux modèles. À ce titre, je voudrais vous citer une plateforme qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle Daralata, et qui pourrait inspirer demain de nouveaux chemins coopératifs, de nouvelles synergies entre philanthropie, numérique et monde sportif. Vous savez que la scène olympique, vous voyez ici en photo, va accueillir de grandes cérémonies. Eh bien, nous aurons peut-être la possibilité d'interagir directement grâce à des outils numériques. Une autre surprise en 2022, en relation avec la Coupe du Monde qui va se dérouler à Doha, c'est peut-être la façon dont nous allons exporter de grands événements et nous déplacer différemment dans le monde, pas seulement vis-à-vis de visiteurs, mais aussi vis-à-vis de grandes infrastructures et de puissances accueillantes. Vous savez que des retours d'expérience pourront certainement permettre à des JO, à des expositions universelles, de se déplacer beaucoup plus facilement dans le monde, d'exporter des structures, des pavillons qui auront servi à accueillir ces grands événements. Et c'est précisément ce qui est actuellement à l'étude pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2022 à Doha, puisque des stades ont prévu d'être démontés, des infrastructures seront non pérennes et mis à la disposition de pays, notamment en Afrique, en Arabie, en Amérique du Sud, dans des pays qui voudraient aussi accueillir de grands événements. C'est une surprise pour 2022 qui est intéressante à suivre. Ici, vous avez l'exemple d'un stade qui a été entièrement réalisé avec des conteneurs. Et ce stade va être démonté à l'issue de la Coupe du Monde et il sera mis à la disposition de pays africains. Le Brésil s'est aussi manifesté. Vous savez qu'on avait beaucoup critiqué les JO de Londres pour leur coût, les JO d'Athènes aussi, parce que finalement, beaucoup de stades avaient été laissés complètement à l'abandon à l'issue des épreuves sportives. Eh bien, ce qui est intéressant avec la Coupe du Monde, c'est de voir comment finalement des bâtiments vont pouvoir se déplacer, être démontés, servir pour d'autres opérations et à assurer peut-être un futur beaucoup plus durable sur ces grandes manifestations. Ici, en photo, vous avez une vue nocturne de ce stade qui, à Doha, au Qatar, va sans doute être offert à des pays africains ou également au Brésil. Un autre élément intéressant, en relation peut-être aussi avec notre façon de voyager, d'être mobile dans le monde, c'est que l'océan Indien devienne un pôle de recyclage et de maintenance du transport aérien. Par sa proximité avec les compagnies du Golfe, vous savez que Qatar Airways avait prévu de desservir l'île de la Réunion. Eh bien, vous avez ici l'image, la photo d'un pôle qui est en train d'émerger, un pôle aéronautique sur l'île de la Réunion, la terre de Roland Garros. Eh bien, espérons, et c'est l'une des surprises de 2022, que ce pôle émerge et constitue un cluster, une structure extrêmement intéressante liée au recyclage. Vous savez que l'Europe émerge avec de nombreuses propositions pour des avions et des carburants propres, pour l'hydrogène notamment, faire émerger des éco-airports européens. Eh bien, l'une des surprises de 2022,
2022, c'est le rôle que pourrait jouer demain l'aéronautique dans l'océan Indien, être un pôle de réparation, être un pôle qui réutilise des avions usagés et qui les transforme vers de nouveaux usages. Une des grandes surprises de 2022, c'est peut-être les lumières et le commerce des lumières qui pourrait retrouver un nouvel éclat. Vous savez que c'était l'un des thèmes phares de l'exposition universelle de Dubaï, à travers le pavillon France, qui notamment a mis en lumière l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Eh bien, cette thématique, lumière-lumière, qui a une double référence au mouvement philosophique, mais aussi aux innovations techniques et technologiques, pourrait peut-être stimuler un nouveau monde de projets après l'exposition universelle de 2022 qui se terminera le 31 mars prochain. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en valeur à travers la lumière comme source d'évasion, des compétences techniques mises en valeur par des entreprises lyonnaises, des entreprises régionales très performantes dans ce domaine, d'Auvergne, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, espérons que la lumière guide aussi notre esprit vers de nouvelles dynamiques. Vous savez qu'on bascule aujourd'hui du Wi-Fi au Li-Fi. Eh bien, c'est précisément un champ d'exploration extrêmement intéressant pour la France et qui a été résumé à travers une campagne mise en valeur lors de l'exposition universelle de Dubaï, Light Speed Inspiration, la France, l'inspiration à la vitesse de la lumière. Eh bien, souhaitons qu'effectivement de nouveaux corridors, de nouvelles autoroutes de la connaissance puissent se développer autour de ce thème. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Vous proposez aussi maintenant de débattre de ces 10 surprises de 2022. Un an plus tard, il sera l'occasion de commenter les erreurs, les réussites. Ont-elles été véridiques? S'agissait-il de probabilité, d'hypothèse, de vérité plausible ou non? C'est en tous les cas ce travail de prospective, de mise en risque intellectuelle que je vous propose de faire fleurir, de cultiver ensemble. Vous dire que j'ai aussi écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Les avatars de la grande ville Stuart », qui est consacré à ces paradigmes de l'innovation que nous pouvons construire, à ce jus de cerveau que nous pouvons aussi fabriquer ensemble. Et si vous souhaitez en tous les cas échanger, recevoir une copie de cet ouvrage, vous pouvez m'écrire sur cette adresse qui apparaît à l'écran, avec aussi des carnets de voyage que je vous propose de partager si vous vous intéressez aussi à l'expatriation, à l'expérience de vie internationale et à cette façon aussi de challenger des mondes, des représentations qui peuvent être très, très différentes. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et maintenant répondre à vos questions, ouvrir le débat avec l'audience et les participants. Je vous remercie infiniment et vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2022, riche en lumière, en projets, en inspiration et l'occasion en tous les cas de renouveler cet exercice et d'en débattre un an plus tard si vous êtes intéressé. À très bientôt et maintenant, ouverture au débat, aux questions. La bulle de discussion est aussi ouverte. Vous pouvez tant utiliser votre micro que faire remonter vos réactions par écrit ou par courriel. Merci à tous en tous les cas.